Eh bien, bonjour à tous. Je vois qu'il y a des gens qui sont encore en train de se connecter maintenant. On va démarrer doucement. Donc, le webinar d'aujourd'hui va durer 1 heure. On va finir vers midi et demi. Il est intitulé aujourd'hui Comment manager malin. Donc, c'est la suite d'une série de webinars que nous réalisons avec Dino Ragazzo. Dino, bonjour. Bonjour Pierre et bonjour à tous. Alors, donc, comme j'ai dit, le webinaire d'aujourd'hui, comment manager malin. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet dans quelques instants. Comme d'habitude, quelques précisions techniques. Le webinaire d'aujourd'hui est enregistré, donc vous pourrez retrouver l'enregistrement vidéo et sonore de ce webinaire sur le site des techniques de l'ingénieur dans la rubrique Actualité. Et deuxième chose, vous avez la possibilité, et nous vous y engageons fortement pour ce webinaire, de dialoguer avec nous et de nous proposer vos commentaires dans le petit onglet questions qui est sur votre panneau de configuration GoToWebinar. Donc je vous invite à le faire. On va solliciter comme d'habitude, on va solliciter votre avis pour ce webinaire. On va vous expliquer plus exactement comment dans les secondes qui viennent. Et on va aussi peut-être solliciter votre avis à l'oral pour ce webinaire. Donc pour tous ceux qui ont un micro ou un équipement micro avec lequel ils pourront parler, n'hésitez pas à le brancher dès maintenant parce qu'on va solliciter votre avis à l'oral pour ce webinaire. On verra comment ça marche, mais on va tenter le coup. Voilà. Dino, je vous laisse introduire et on est parti. Ok, eh bien donc rebonjour à tous et à toutes. Merci de votre intérêt pour nos webinaires. Euh, Aujourd'hui, comment manager malin, donc c'est un petit clin d'œil pour montrer que effectivement il y a peut-être, tout le monde le sait, différentes façons d'interagir et d'influencer les autres à travers notre management. Et donc ce webinaire part d'un constat récent, hein, un article qui est paru dans les Échos et dans le Harvard Business Review, qui mettait en doute l'efficacité des actions de formation et des sommes d'argent qu'on investit là-dedans. Il se trouve que cette technologie avec les webinaires eh bien, nous permet peut-être d'avoir une forme de formation moins coûteuse et peut-être plus concentrée et plus efficace. Donc c'est ce qu'on va voir. On va faire cet essai ensemble. On a aujourd'hui l'ambition de vous aider à explorer les fondements de votre leadership, comme c'est écrit là, et de mieux connaître votre style de leadership. Voilà. Alors on va approcher, on va regarder un petit peu ce travail de formation. Nous, on travaille sur euh, comment dirais-je, trois étapes. Voilà, nos étapes de formation commencent toujours par une mesure. On mesure un petit peu l'état actuel des choses, les comportements qui sont en place, ceux qui convient de réduire, ceux qui convient de développer. Et puis, on a aussi ensuite, pour réussir des actions de formation, eh bien, on mesure, donc ensuite on rassemble, on cherche à rassembler les gens autour d'une analyse commune qui est fournie par des éléments de mesure indiscutables. C'est un peu une approche ingénieure. Hein. Et ensuite, puisqu'on est rassemblé, on est peut-être plus en mesure de réussir les transformations. Alors, le travail que nous vous proposons aujourd'hui est un exercice donc qui est extrait d'une simulation qui s'appelle Coach de la société Human Synergistics et qui est basée sur des résultats aussi bien de 30 années de recherche que sur, comment dirais-je, la base de données de Human Synergistics, vous voyez, qui est fournie, hein, qui a 1 million de managers, 12 000 organisations. Donc cet exercice, en tout cas, met en évidence vos suppositions, vos valeurs, vos croyances, vos attitudes lorsqu'il s'agit de favoriser l'action et la motivation des personnes et des équipes. Donc les résultats qu'on vous présentera eh bien, sont des résultats qui se basent sur des feedbacks de nombreux coachs. Hein, mais vous verrez, je vous donnerai les détails tout à l'heure. Alors, comment on va travailler? Je vais vous soumettre un certain nombre de questions par rapport à ce contexte. Imaginez que vous soyez devenu le nouveau responsable d'une équipe de joueurs professionnels dont la performance décline. Voilà, cette équipe a de moins en moins bonne performance. On a
virer, si je peux dire, l'ancien coach et on vous demande à vous de coacher cette équipe parce que vous êtes expérimenté, parce que vous avez réussi votre mission et vous avez donc pour objectif de remonter son niveau de performance. Et je vais vous proposer 5 cas de figure qui vous solliciteront sur votre manière de réagir dans telle et telle circonstance. Alors, c'est évidemment à cette occasion, vous pourrez donner vos réponses dans la fenêtre de questions et de chat. Et si vous le souhaitez, comme le disait Pierre tout à l'heure, eh bien, faites-le savoir et on vous donnera la possibilité de parler et de communiquer avec nous directement par voie orale. Oui, je pense qu'effectivement, donc on va essayer de faire ça avec de l'oral. Donc pour ceux qui n'ont pas le matériel pour parler avec un micro, eh bien, n'hésitez pas à répondre dans l'onglet questions. Moi, je comptabiliserai toutes les réponses à l'écrit. Et pour ceux qui ont un matériel et qui désireraient intervenir à l'oral, bah, faites-le moi savoir dans la zone de questions et je vous donnerai la parole. Et on tentera le coup. On tentera le coup. Voilà. Bon, alors, situation numéro 1, c'est une situation qui cherche à mettre en évidence votre manière de considérer euh, comment dirais-je, le comportement des membres vis-à-vis de vous. Donc, pour remettre votre équipe là sur la voie du succès, vous considérez qu'il faut exiger que les membres de l'équipe vous soient loyaux et qu'il faut veiller à ce qu'ils suivent vos directives. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Et dans les deux cas, essayez de nous donner quelques éléments pour expliquer pourquoi, de telle sorte que nous puissions les partager. Voilà. Donc, on vient vous poser la question. Vous, lorsque vous coachez cette équipe pour la mettre sur la voie de la performance, est-ce que vous considérez qu'il faut exiger que les membres de l'équipe vous soient loyaux? Et est-ce que vous considérez qu'il faut également veiller à ce qu'ils suivent vos directives? Alors, Alors, je vous laisse on vous invite, répondre. voilà, on vous invite tous à répondre dans la fenêtre de questions, dans l'encart questions. Et s'il y en a qui désirent prendre la parole, n'hésitez pas à m'en faire part. Alors, Dino, je vais vous lire un peu les réponses comme elles arrivent. Donc, Oui, oui, on les partage, oui, tout à fait. plus ou moins d'accord. Alors, alors c'est très partagé entre oui et non. Non, il faut que chacun s'exprime. L'écoute avant tout est primordiale. Il ne faut pas exiger, mais arriver à convaincre. Il faut de la loyauté dans les deux sens. Il faut surtout motiver par la confiance. Non, il faut les conduire à une volonté de participer à la réussite d'une équipe. Oh, mais on a des super coachs là aujourd'hui. Euh, ok, donc vous voyez bien que ici, ce qui fait question, c'est le fait d'exiger qu'on vous soit loyal. La loyauté, en réalité, c'est un comportement qui est inspiré par un désir personnel, un engagement personnel qui est pris vis-à-vis des autres. C'est un peu l'expression d'une reconnaissance à l'égard du lien qui existe entre deux personnes. Alors évidemment, ou entre une personne et une équipe. Si le lien est pervers, si je peux dire, à ce moment-là, les loyautés sont plutôt confuses. Euh, Par exemple, c'est le cas de liens qui se reposent sur des non-dits, sur des cachotteries. Enfin voilà, j'imagine que ça vous parle plus ou moins. Ça existe au niveau professionnel, ce genre de lien, mais également au niveau des familles, au niveau personnel. Donc, vous voyez que, et comme vous l'aviez dit, le concept de loyauté est inséparable de la confiance et de la légitimité. À titre d'exemple, moi j'aime bien prendre l'exemple du docteur House, qui est quelqu'un de très compétent, mais difficile de rester loyal avec une telle façon de se comporter vis-à-vis de ses collaborateurs, par exemple. Vous voyez, il y a différentes façons d'obtenir la loyauté, c'est de l'inspirer, et là on va être plutôt dans un leadership constructif, c'est un petit peu les feedbacks que vous avez donnés, Pierre. Tout à fait. L'exiger, ça va pas vous donner de la loyauté, ça va plutôt vous donner de la soumission, mais toujours avec de la soumission, on a de la résistance.
D'ailleurs, je peux peut-être en citer encore deux, trois, parce que c'est vrai que ça reprend exactement ce que vous venez de dire, Dino. Convaincre, c'est mieux que contraindre. Il faut écouter et convaincre, il faut instaurer un échange et convaincre de suivre le responsable, donc valoriser l'échange, loyauté du manager et des collaborateurs. Il faut amener à avoir la volonté d'atteindre un but commun. Et enfin, pour ma part, je n'apprécie pas le mot exiger. Ah bah oui. Je les inviterai surtout à arriver au but commun que l'on s'est fixé. Super. Bon, ok. On va passer au deuxième cas de figure. Donc toujours, voir un petit peu comment vous considérez la manière d'accompagner cette équipe vers le succès. Est-ce que vous considérez qu'il faut mentionner, par exemple, le fait qu'ils doivent faire preuve d'engagement envers l'équipe s'ils ne veulent pas être laissés de côté? Voilà. C'est comme ça qu'il faut faire. Leur dire qu'il faut faire preuve d'engagement envers l'équipe s'ils ne veulent pas être laissés de côté. Alors, il y a certaines personnes qui me disent, je ne vois pas les commentaires que vous lisez, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal puisque les questions que vous posez arrivent dans une fenêtre dans un encart que je peux lire moi, mais comme c'est des questions qui peuvent être d'ordre privé, elles ne sont pas accessibles. Mais je vous lis, j'en lis 90%. Alors donc la question qui vient d'être posée, on a beaucoup de oui. Encore une fois, il ne faut pas faire du chantage à qui que ce soit. Travail collectif, pas d'accord, ça ressemble à un ultimatum, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Oui, pour rendre les règles du jeu claires pour tout le monde. Donc pour l'instant, on n'a pas encore eu de volontaire qui voulait prendre la parole, hein. D'accord, il faut en Ça effet qu'il y ait marche. un engagement individuel pour que cela fonctionne. Non, je pense qu'il faut comprendre le manque d'engagement de certains s'il y en a. Non, en revanche, il est essentiel de fixer les règles du jeu. Il faut motiver une équipe au complet. Oui, une équipe, c'est un engagement de chacun, donc les avis sont partagés quand même, hein. Oui, alors en fait, ce qu'on voit, c'est que dans cette attitude-là, vous utilisez effectivement le chantage, j'ai entendu le mot tout à l'heure, en tout cas la menace, hein, c'est-à-dire, je vous remonte la question, euh, vous devez vous engager, sinon vous serez laissé de côté. C'est pas terrible de menacer les gens de travailler ensemble. Voilà, c'est quand même assez difficile de travailler avec un fusil, enfin, de coopérer avec les autres en ayant un fusil dans le dos ou sous une épée de Damoclès. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, la coopération, encore une fois, c'est une volonté collective de faire des choses ensemble dans un but commun et de partager le travail. Euh, donc, pour favoriser ces associations, pour favoriser l'atteinte vers les objectifs communs, il faut pouvoir respecter la volonté, la liberté de le faire. Donc là, ce qui fait problème dans cette conception qui est présentée ici, eh bien, c'est la dernière partie de la phrase. Oui, ils doivent faire partir preuve d'engagement envers l'équipe. Bien sûr, il faut comprendre pour quelles raisons ils ne le feraient pas, mais en tout cas, en aucun cas, euh, sous le poids de la menace. C'est ça le problème, hein. S'ils ne veulent pas être laissés de côté, ça casse tout. Voilà. Est-ce qu'il y a des commentaires là-dessus? Il y en a qui veulent prendre la parole? Non, personne ne veut prendre la parole. Par contre, effectivement, il y a encore des commentaires qui rejoignent un peu ce qui vient d'être dit. Effectivement, on doit faire preuve d'engagement. Il faut surtout adopter une posture pour les engager. Euh, oui, mais je pense que cela peut. Enfin, il y a quelqu'un qui nous dit qu'il est d'accord, mais qu'il pense que cela peut créer un sentiment de stress chez certains salariés, collaborateurs. Il faut créer les conditions d'un esprit d'équipe, car cela ne se décrète pas. Exploiter les points forts de chacun pour tirer l'équipe vers un but commun. Voilà. Oui, oui, on est d'accord avec tout ça. C'est le problème, c'est que on n'obtiendra pas ça, ou en tout cas, ça sera difficile de l'obtenir en utilisant la menace. Voilà. La menace, c'est donc utiliser un pouvoir coercitif, et c'est le contraire de la coopération. La coopération, c'est une volonté libre de faire les choses ensemble. La menace, c'est pas, enfin, voilà, Mm, c'est fait partie d'une mm, euh, contrainte qui est antinomique avec la volonté de coopérer. tout à fait. Bien, alors passons à un troisième cas de figure. Vous considérez que pour que cette équipe fonctionne bien, vous considérez que
vous devez organiser fréquemment des activités à caractère social qui serviront à stimuler les efforts communs de l'équipe. Puisqu'on a beaucoup parlé du sens commun, eh bien, le sens commun, ça veut dire qu'il faut organiser fréquemment des activités à caractère social. Donc, n'oubliez pas, vous êtes coach, c'est une équipe de professionnels et ils sont payés pour, c'est pas des gens qui jouent le dimanche, hein, ils sont payés et beaucoup d'ailleurs pour obtenir pour faire leur travail, hein, leur travail de joueur professionnel. Évidemment, tout ce que je dis là, vous pouvez faire des parallèles avec les équipes que vous connaissez en entreprise. Alors, est-ce que vous considérez que vous devez organiser fréquemment des activités à caractère social? Alors, Dino, vous voyez votre PowerPoint là, il est divisé en deux à l'écran. C'est assez étrange. Il est En fait, divisé en deux. il y a deux pages qui sont mélangées. Ah Voilà, bon, là c'est très bien. moi j'en ai qu'une. Là c'est nickel. Là c'est nickel. Voilà. Ok. Donc, alors les activités sociales, oui, mais ça ne marche que si la confiance est déjà là. Oui, la communication Ok. valorise les tâches de chacun et c'est l'occasion de s'exprimer, de rebondir. Pas forcément, mais pourquoi pas le faire une à deux fois l'an. Pas forcément, il faut mieux que ces activités viennent d'eux-mêmes. Pas nécessairement. Oui, tout à fait d'accord. Oui, c'est important que l'équipe se retrouve en dehors de son activité pour sortir du cadre professionnel et être plus productive du coup quand on y revient. Cela peut renforcer la cohésion d'équipe. Alors, il y a une question, qu'entendez-vous par social? Alors, Donc il y a plusieurs choses. Oui, il allez-y. y a énormément d'autres réponses, mais je vais peut-être en citer quelques-unes encore et je vous laisse rebondir et peut-être qu'on terminera par de les citer à la suite. Je ne suis pas d'accord, le travail doit être réalisé dans une bonne ambiance pour créer la cohésion sociale. Il ne faut pas stimuler par ailleurs. Pas forcément, mais de temps à autre, il faut motiver. Non, il faut valoriser les conditions d'échange, mais laisser cette initiative à chacun. Oui, d'accord. Oui, pas forcément des activités à caractère social, mais des temps où il y a des actions de solidarité, de soutien dans l'effort à la réflexion. Non, pas nécessairement, on peut organiser une journée d'intégration ou quelque chose du genre. Il y a énormément de réponses. Je vais vous laisser réagir, Dino, et puis on recitera peut-être quelques réponses après. D'accord. Donc moi, comme ça, avec deux, trois points que j'ai pu retenir, j'ai entendu tout à l'heure quelqu'un qui disait que il faut qu'il y ait de la confiance pour pouvoir faire des activités sociales. Et je suis d'accord avec ça. On peut peut-être aussi dire que les activités à caractère social ont également pour objectif et pour but de renforcer la confiance. Donc l'un et l'autre ne sont pas euh, en séquence, hein. La confiance plus le social, non. Moi, j'ai envie de dire confiance, sociale, sociale, confiance. Dans cette phrase, ce qui est important, c'est vous devez organiser. Donc c'est vous qui seriez appelé à organiser ces activités à caractère social. Et c'est ça qui pose problème. Parce que si c'est vous qui le faites, voilà, vous êtes le petit point blanc, eh bien, on va dire que tout passe par vous. Et vous encouragez, dans ce cas-là, un petit peu la dépendance des gens de l'équipe. C'est-à-dire que si vous ne faites rien, peut-être qu'ils ne feront rien non plus. Alors qu'effectivement, et ce sont des réponses que vous avez également données, ce qu'il faut encourager, c'est l'interdépendance. C'est-à-dire, eh bien, si il y a un esprit d'équipe, eh bien, c'est l'équipe qui doit mettre de l'énergie pour comment dirais-je, pour nourrir cet esprit d'équipe. Et il n'y a pas de raison que ce soit vous qui le fassiez. Vous devez encourager effectivement ce lien social, mais en aucun cas en être l'organisateur. Et vous comprenez pourquoi. Voilà. Vous êtes, enfin voilà, moi je vois pas vos réponses non plus, donc Alors, je vais peut-être poursuivre un peu. Je vais continuer à égrener les réponses. Alors, merci pour votre participation parce que là, il y a énormément de réponses. Alors, bonjour. Fréquemment, non, mais une fois par mois, ça peut être acceptable. Donc, une fois par mois, c'est déjà pas mal, il me semble. Pas trop souvent, oui, mais cela c'est peut. pas, oui, mais j'interviens, c'est pas à vous de le faire. C'est Oui, oui. vraiment pas à vous de le faire. Votre rôle de coach, c'est de faire en sorte que l'équipe le fasse, mais en aucun cas vous, à une fréquence et à une manière
que l'équipe organise de son propre chef, mais pas sous votre contrôle. Voilà. C'est ce qui ressort aussi, hein. Il faut éviter ce schéma-là. C'est ce qui ressort aussi. Il est important de laisser la possibilité à l'équipe de le faire. Ça peut être un levier, mais pas fréquemment. Il est nécessaire aussi de tenir des buts de chaque membre de l'équipe pour mieux construire. Il est important de faire des activités hors cadre équipe. D'accord, mais vous comprenez bien que la question, c'est Ouais, ouais, ouais. pas. Hein, la question, c'est est-ce que vous considérez que vous devez vous en occuper? Hein, regardez, je vous représente la question. Voilà, est-ce que vous considérez que vous devez organiser fréquemment des activités à caractère social? Alors, on a posé la question que vous appelez par social. Social, c'est ce qui fait société, c'est-à-dire des activités menées ensemble à plusieurs personnes et dans un esprit de, comment dirais-je, de convivialité et dans l'esprit de favoriser les échanges de toute nature entre des personnes, entre des humains. Voilà. Est-ce que, est-ce qu'une activité sociale se déroule forcément hors du bureau? Bon, si l'équipe a envie que ça se fasse au bureau, voilà. Vous voyez, on revient sur la réponse que je vous ai proposée, c'est-à-dire que l'activité sociale, son intérêt, c'est qu'elle est sociale. Donc, s'il y a un accord entre les personnes, vous voyez, qui est un peu illustré sur l'image de droite, s'il y a un accord entre les personnes pour que ça se passe en dehors du bureau, ben, parfois, il faut qu'elle le fasse en dehors du bureau. Après, évidemment, il faudra trouver un petit peu les moyens. Alors en fait, du coup, il y a vraiment quand même deux tendances. Donc il y a une tendance effectivement de témoignages qui précisent effectivement que c'est très important que ces initiatives viennent de l'équipe et pas du manager. Et il y a quand même une autre tendance qui voit quand même le manager on va dire à l'origine de tout ça et qui finalement après va petit à petit s'effacer pour laisser l'initiative aux équipes. Ok, ok. La question, c'est Par pourquoi est-ce qu'il exemple, faudrait qu'il en soit. un exemple, c'est le coach. Le coach peut malgré tout donner l'exemple. Le coach devrait malgré tout donner l'exemple en étant le premier à proposer des activités, puis laisser la place aux autres pour qu'ils s'approprient les choix des Cette activités, initiative. cette Mais initiative. oui, enfin, oui, mais on pourrait penser que l'équipe n'a pas déjà cette volonté, donc c'est un peu. Ouais, ouais. Il y a des questions qui reviennent Bon, effectivement quand même beaucoup, alors qui peuvent paraître anecdotiques, mais la question revient beaucoup. Est-ce que cette activité, alors c'est pas une réponse à la question, mais est-ce que cette activité doit être en lien avec le boulot ou complètement sur un thème hors professionnel? C'est une question qui revient beaucoup, beaucoup. ouais, mais alors je vais répondre à la question par une autre question. Est-ce que cette question vous ramène pas dans le schéma qui est à gauche? En quoi ça vous regarde, si je peux dire? Vous allez être membre, vous allez participer à cette activité. Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'elle soit polarisée? Voilà, c'est tout ce que l'équipe est capable de faire ensemble. Ou c'est un pour tous et tous pour un. Voilà, on va dire comme ça. Donc tout est possible. Ce qui est important, c'est le ensemble. D'accord. Alors concrètement, j'ai une question, peut-être qu'on y reviendra à la fin à ces questions-là, mais sinon j'ai une question qui est intéressante. Concrètement, comment peut-on créer cette interdépendance? Eh bien, le coach, peut-être, alors il y a plusieurs cas de figure. Lorsque les participants, s'ils considèrent que ça ne se fait pas suffisamment, eh bien, voilà, il peut poser la question, tiens, comment ça se fait que cette équipe, j'observe que cette équipe, en dehors des matchs qu'elle joue, n'a pas d'activité. Or, on sait que c'est une condition nécessaire à la réussite des équipes, c'est qu'il y ait de la cohésion. Donc, tiens, comment ça se fait que vous ne travaillez pas cette cohésion? Vous voyez, ça peut être ça, ou à l'occasion d'une réunion, peut-être, il peut demander à un des participants de la mener à sa place. Enfin, voilà, vous voyez, il peut. Donc là, on arrive dans le cas précédent, dans le cas où effectivement les équipes ne se mettent pas en place toutes seules. Mais ce qui est important,
c'est qu'il y ait que le coach signale à quel point la cohésion de l'équipe est importante et à quel point il est important qu'elle prenne ses initiatives. Et du coup, est-ce que le coach doit-il être obligatoirement intégré dans l'activité en question? Est-ce qu'il fait partie de l'équipe? C'est pas moi qui posais les questions. Mais Non, mais moi, je pense que le coach fait partie de l'équipe. oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a des gens qui répondent à cette question dans la fenêtre de questions, effectivement, en répondant. Évidemment, le coach doit être fait partie de l'équipe. Il n'y a pas de raison pour qu'il ne soit pas inclus dans les Bah activités. oui, voilà, et s'il est exclu, ça sent mauvais, hein. Voilà, Bien, allez, passons au cas suivant. D'accord. Passons au cas suivant, si vous voulez bien. Et Pierre, on pourrait revenir sur des questions qu'on n'aurait pas traitées tout à l'heure, hein, mais bon, Tout à fait. ou même vous, ou même hein, les auditeurs. Bon. Alors voilà, imaginez, voilà, les jeux sont en cours, il reste 12 parties à jouer, d'accord, pour la saison. Il reste 12 parties à jouer, et je vous demande de choisir un seul des 5 objectifs suivants. Alors, le premier, c'est vous leur demandez de gagner chacune des 12 parties. Le deuxième, vous vous contentez de leur demander de gagner 6 parties, sachant qu'ils ont à peu près 75% de possibilité de réussite de cet objectif. Le troisième objectif, bien, vous leur dites, écoutez, on va prendre chaque partie comme elle vient, et puis on verra bien. Quatrième, vous leur demandez de gagner 9 parties, mais là, sachez qu'ils n'ont qu'une chance sur deux de réussite, 50% de cet objectif. Et le cinquième, vous dites attention, il ne faut surtout pas qu'on soit la lanterne rouge de la compétition, donc vous me gagnez au moins 3 parties. Alors, qu'est-ce que vous choisissez? Donc là, vous n'avez juste qu'à nous retourner un chiffre entre 1 et 5. Et Pierre nous dira celui qui arrive le plus souvent. C'est ça. C'est vrai on aurait pu faire un sondage pour cette question, ça aurait été assez Oui, drôle, oui, c'est mais du vrai. coup, je vais vous, On est cool. On est cool. je vais vous. Alors, on va attendre un petit peu. Je vais attendre un petit peu de voir vos réponses pour essayer de pondérer tout ça. Mais sinon, je vais quand même en Ouais. citer quelques-unes. La première qui est arrivée, c'est sans aucun doute, il faut gagner chacune des 12 parties. Voilà. Sinon, on a alors beaucoup de réponses 2. Je dirais plus de la moitié, c'est les réponses 2. Alors on a quelques réponses 12. Gagner les 12 parties, il faut être positif. Je répondrai 12, mais je n'ai pas d'expérience de management, mais ça n'empêche pas de répondre. Ouais, Euh, on est en train d'en acquérir ensemble. exactement. Exactement. Donc beaucoup de réponses 2. Beaucoup de réponses 2. Quelques réponses 3. Je dirais 50% de réponses 2. Peut-être un peu moins de 20% de réponses 3 et de réponses 4. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui répondent 3 et 4. Ah oui, mais je vous ai dit un seul objectif. Vous voyez, vous ne respectez pas l'objectif, Alors, ce qui est en train de. Alors, vous voyez, Dino, par exemple, là, est-ce que votre page est coupée en deux? Là, la page est coupée en deux à l'écran, là. Non, elle n'est pas coupée en deux, D'accord. mais On peut juste alors peut-être changer de page et revenez? voilà, je vais faire Parce que comme là, ça. du coup, voilà, là, c'est nickel, on voit toutes les possibilités, très bien. Il faut gagner 6 parties. Mhm. Alors, on a aussi Alors, beaucoup de réponses 2 et 4, en fait. donc du 2 ou du Donc, 4. la Ok, majorité, ouais, c'est ça. ok. Bon, écoutez, moi, je vous propose d'analyser les 5 objectifs, enfin les 5 propositions qui sont devant nous à la lumière du SMART. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du SMART, c'est-à-dire ce sont les qualités à donner à un objectif pour qu'il ait le plus de chances de réussir, hein, de produire des résultats. Donc, un objectif doit être SMART, c'est-à-dire stimulant, mesurable, ambitieux et accepté, réaliste et borné dans le temps. Hein, c'est la signification du SMART du SMART. Alors, regardez, si on les observe un par un, il faut gagner les 12 parties, chacune des 12 parties. Il est stimulant? Peut-être. Mesurable? Ben oui, il en faut 12 sur 12. Est-ce qu'il est ambitieux? Il est peut-être très ambitieux. Est-ce qu'il est réaliste? Alors, j'ai pas mis 3. Et est-ce qu'il est borné dans le temps? Ben, ils sont tous bornés dans le temps puisqu'il s'agit des parties de la saison, hein, Alors, à gagner dans la saison. Oui, Dino, je vous interromps. Est-ce que vous pouvez juste réexpliquer la signification de smart? d'accord. Donc, SMART, ce sont les qualités
que doit comporter un objectif pour qu'il optimise les chances de produire des résultats. D'accord? Si je veux qu'un objectif, si je veux atteindre mes objectifs, eh bien, je dois les formuler en utilisant cette formule SMART. Il doit être stimulant, mesurable, donc vous voyez, c'est la première lettre, ambitieux, réaliste et borné dans le temps. Alors, Ça va? il y a une personne qui nous fait remarquer qu'elle pensait que le S de Smart voulait dire spécifique. Ben, spécifique et réaliste, bon. Hein, On n'est pas très loin. spécifique, c'est peut-être la traduction anglaise, c'est-à-dire adapté, Non, mais approprié c'est exactement ça. C'est à la exactement ça. chose à atteindre. J'étais en train de vérifier, Ouais. effectivement, c'est de l'anglais spécifique, effectivement, mais qui est pas forcément, qui se traduit pas forcément comme ça. Ok, non, non, mais c'est bon, c'est bon. En tout cas, c'est voilà, c'est cette formule-là qui vous permet de formuler justement un objectif qui tienne la route et qui a beaucoup de chances de motiver et d'aboutir au résultat que vous espérez. Donc, quand vous dites il faut gagner chacune des 12 parties, est-ce qu'il est, alors, je veux bien prendre spécifique et mesurable, c'est-à-dire qu'effectivement, vous demandez aux joueurs de gagner des parties et c'est spécifique à eux. Ils peuvent gagner des parties puisqu'ils sont payés pour ça et c'est leur métier. D'accord? Est-ce qu'il est mesurable? Oui, puisqu'il s'agit de 12 parties sur 12. Est-ce qu'il est ambitieux? Il l'est, extrêmement d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas de droit à l'erreur. Et justement, la question c'est est-il réaliste? Je vous la pose. Est-il réaliste? Sachant ce que vous savez sur cette équipe. Rappelez-vous, si vous êtes là, c'est parce qu'elle est en perte de performance. Si elle est en perte de performance, pourquoi le simple fait que vous soyez leur coach, vous arrivez, ils ont encore 12 parties à gagner, pourquoi est-ce que tout d'un coup, vous pouvez vous imaginer qu'ils vont gagner 12 parties sur 12? Alors, effectivement, enfin, non, ce n'est pas réaliste. Non, 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 non. Non, pas réaliste. Presque 0% de chance de réussite. Voilà. Ben oui. Faire du sans faute, c'est extrêmement, on va dire, c'est du perfectionnisme, hein, donc ça devient très peu probable. Hein, l'objectif il y a très peu de chances de l'atteindre. Dans ce cas de figure, hein, moi je parle de ce qu'on sait ici. Hein. Non, mais c'est ce qui ressort des Alors, témoignages. alors prenons le second. Vous voyez, j'en ai mis deux en souligné jaune, un petit peu comme vous, puisque vous avez dit Pierre qu'il y avait beaucoup de 2 et de 4. Alors le second, il faut gagner 6 parties. Il représente toutes les caractéristiques du smart. Et, bon, alors on va dire spécifique ou stimulant, comme vous voulez, mesurable, ambitieux, réaliste et borné dans le temps. Il est réaliste puisqu'il y a 75% de possibilité de réussite. OK? Le troisième, prendre chaque partie comme elle vient. Je ne vois pas dans quelle mesure il peut être stimulant ou même spécifique, parce qu'à la limite, vous pouvez donner cet objectif à n'importe qui. Bah écoute, tu joues, mais tu es remplaçant ou tu es bouché et tu viens, tu la prends comme elle vient. Vous voyez, donc je ne vois pas en quoi il peut être stimulant ou spécifique. Il est mesurable? Ben non, parce que mon objectif ne me dit pas combien je dois en gagner. Donc, on fait comme on veut. Il est ambitieux? Ben non, pas du tout, parce que on vous demande de sauter à n'importe quelle hauteur, hein, même si vous mettez le niveau très bas, tout sera bon, quoi. Réaliste, est-ce que c'est réaliste de dire prends chaque partie comme elle vient? Je sais pas. Sincèrement, j'ai rien mis, mais j'aurais pu mettre un point d'interrogation. Bon, on est dans le temps, oui, puisque je vous dis, c'est les 12 de la saison. Vous êtes d'accord avec ce classement-là? Dites-moi un petit peu votre positionnement. Oui. Hein, ça va? Bon, le troisième, c'est 9 parties. 9 parties avec 50% de possibilité de réussite. Donc, bah, il présente un peu les mêmes caractéristiques que le 2. OK?
Et le cinquième, où il faut gagner 3 parties, mais dans le but de ne pas être la lanterne rouge, bah ça, je dois dire que c'est pas très stimulant. Ok, c'est pas très, enfin si c'est mesurable, c'est pas très ambitieux. C'est réaliste et c'est borné dans le temps. Donc vous voyez, il y a deux possibles, il y en a deux qui présentent toutes les caractéristiques du smart. Lequel vous prendriez, vous, si vous deviez maintenant plus choisir sur 5, mais choisir sur 2, et pourquoi? Vous prenez le 2 ou le 4? Et surtout, dites-nous pourquoi. Alors, Pierre, qu'est-ce que... Je vous laisse encore quelques secondes. Voilà. Alors, alors on a quelqu'un qui a choisi l'objectif numéro 6. Ah non, 6 parties, pardon. Alors j'essaie de voir un peu. Alors je dirais 2 tiers 2, 1 tiers 4. 2 est plus ambitieux, 2 est plus ambitieux et qualifié de plus ambitieux, de plus réaliste, permet de mieux remotiver les troupes. Le choix de la 4, c'est pour avoir un meilleur classement, évidemment, pour stimuler et mettre en confiance l'équipe. En fait, c'est assez drôle parce que finalement, les gens, les participants choisissent la 2 ou la 4 en les justifiant à peu près pour les mêmes raisons. Eh oui. Mais en fait, vous observerez que le résultat auquel il faut s'attendre, que vous choisissiez le 2 ou le 4, est le même. Parce que 6 parties avec 75% de possibilité de réussite, ça vous donne entre 4 et 5 parties, enfin probable, très probable, et le 9 parties avec 50% de réussite, ça vous donne aussi entre 4 et 5 parties probables. Dans ce cas-là, lequel des deux est le plus smart? C'est-à-dire l'un des deux qui est le plus ambitieux, mais qui va produire les mêmes résultats. Et là, vous avez tous compris que ce n'est pas le 2, parce qu'au 2, vous demandez de gagner 6 parties, alors qu'au 4, vous leur demandez d'en gagner 9. Et vous vous attendez au même résultat, hein, puisqu'il y a 50% de réussite. Donc, selon cette grille de lecture, c'est le 4 qu'il faut choisir. Alors, est-ce que vous pouvez refaire un peu l'argumentaire rapidement, parce que là, il y a pas mal de gens qui ont. Donc, c'est un peu on est un peu dans les statistiques. Si je dis il faut gagner 6 parties et que je sais qu'il y a 3 chances sur 4, 75% de probabilité de réussite. Si moi, je dis vous allez gagner 6 parties, je sais que je m'attends à en avoir 75% de réussite, c'est-à-dire je vais m'attendre à un résultat entre 4 et 5 parties. 6 fois 0,75, ça fait 4,5. D'accord? Sur le quatrième, 9 parties avec 50% de réussite, ça signifie que je m'attends à un résultat de 4,5 aussi. 9 fois 0,5, ça fait 4,5. Donc entre 4 et 5 parties. Donc, que je donne le 2 ou que je donne le 4, je m'attends au même résultat. Mais le plus ambitieux, c'est le 4, parce que je leur mets la barre à 9 parties. Même si j'ai qu'une chance sur 2 d'avoir ce résultat-là, cet objectif-là est plus ambitieux que le 2. Et si je veux respecter le critère SMART, eh bien, je prends celui qui est plus SMART que l'autre. On va dire que le 4 est donc plus SMART que le 2 parce qu'il est plus ambitieux et il est tout autant réaliste puisque la réalité, c'est entre 4 et 5 parties. Ça va? Dit comme ça? Alors ça fait beaucoup débat, hein. Ça fait beaucoup débat. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir peut-être après la présentation pour en reparler, mais D'accord, voilà, tout le monde n'est pas d'accord. ça marche. Bon, voilà, je vous ai exposé l'argumentaire, et évidemment, si je vous ai précisé
la probabilité de la possibilité de réussite, c'est évidemment que ça doit être, ça entre en compte, en ligne de compte. Euh, alors, je ne sais plus, ça doit être le cinquième cas. Oui, le cinquième cas. Voilà, vous êtes en cours de partie, donc vous êtes sur le terrain maintenant, un match est en train de se jouer et vraiment ça ne marche pas du tout. L'équipe là, vous voyez vraiment que elle va pas faire, elle a fait beaucoup d'erreurs, la performance est insuffisante. Comment vous réagissez? Est-ce que vous considérez que vous devez, à l'occasion d'une pause par exemple, hein, un temps mort, vous devez leur dire exactement ce que vous pensez de la situation, d'accord? Et qu'il faut reprendre le plan de la partie, vous assurer que les joueurs vous écoutent. Ça marche pas du tout comme ça devrait marcher, comme il a été convenu dans les plans, dans tout ce que vous, dans les entraînements, etc. Et donc, est-ce qu'il faut le dire, à votre avis? Est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'il faut le dire pendant le temps mort? Est-ce qu'il faut revoir rapidement le plan de la partie? Est-ce qu'il faut également vous assurer pendant toute cette étape-là que les joueurs vous écoutent? Oh, ça bosse hein, ce matin, là, ce midi. On se creuse les méninges. Alors, on a le même problème là encore avec le PowerPoint. Il est, voilà, très bien. Non, faut revenir. Voilà. Alors, le temps disponible est court, alors il faut tout tenter pour renverser la tendance. Communiquer pour guider et convaincre. Non, il faut attendre le débriefing. Oui, pour remettre les pendules à l'heure et que les joueurs en prennent conscience. Non, il ne faut pas leur tomber dessus pour le premier match. On verra ça au débrief pour ne pas perdre l'équipe. Oui, il faut redresser la situation et rappeler ce qui était convenu. Oui, il faut leur parler avec franchise. Le but du coach consiste dans la bonne orientation et le guidage de l'équipe, donc oui, il faut le dire pour ajuster la situation. Demander aux joueurs ce qu'il se passe. Beaucoup de oui, hein. 2 tiers, je dirais même 3 quarts de oui. Pas nécessairement toujours pour les mêmes raisons. Hein. Il y a Pas trois quarts nécessairement de toujours oui, pour les mais mêmes pas raisons. toujours pour la même raison. Exactement, exactement. Je vous en lis encore 2, 3. Oui, mais il ne faut Ouais. pas démoraliser l'équipe. Je pense qu'il faut être franc et objectif, mais aussi à l'écoute des difficultés des joueurs et non vouloir absolument que eux seuls nous écoutent. Je commence par leur demander s'ils sont satisfaits de la situation pour acter qu'on n'a pas atteint les résultats. Je vais en lire encore 2. Il faut aussi avoir le retour de l'équipe sur les points faibles de la partie. Et enfin, non, faire quelques recommandations d'actions concrètes et motiver en étant positif sur la suite du match en transmettant de la confiance. Ok. Alors, est-ce que moi j'ai pas mal de résultats qui allaient dans ce sens-là. Là, on veut du résultat, donc il faut favoriser les comportements qui produisent du résultat, hein, les comportements d'accomplissement. Et on les favorise en utilisant, comme certains l'ont dit, un feedback qui soit franc et ouvert et basé sur des faits. Évidemment, c'est pas simplement l'humeur du coach qui doit s'exprimer. Il doit dire voilà, là il s'est passé ça, là on n'avait pas dit de faire comme ça. Enfin voilà, donc montrer que pourquoi vous considérez que la performance est insuffisante et la dire en toute franchise et en toute ouverture. Alors effectivement, c'est pas simplement vous qui parlez, il y a des échanges, et des échanges qui ne doivent pas être des justifications. Mais effectivement, si vous voulez que l'équipe ait confiance en vous et qu'elle vous soit loyale, mais il faut qu'elle puisse savoir que vous lui cachez pas certains aspects. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, une loyauté qui serait un peu basée sur des non-dits ou sur de. L'équipe sait que les choses ne fonctionnent pas bien, même si elle le sait, mais le coach a l'avantage de la voir dans son ensemble, et peut-être moins les membres de l'équipe en tout cas. Et donc, il le, enfin, l'avis, c'est que le coach est un modèle, est aussi un exemple pour les personnes qu'il coach.
et quand je dis le coach, c'est le manager aussi, hein, dans notre cas de figure, eh bien, donc, il montre comment on s'y prend lorsque les chiffres ne sont pas bons. Voilà, il faut savoir les regarder en face et fournir un feedback qu'on appelle délibéré et constructif. Voilà. Je dis les choses qui ne vont pas au moment approprié. Et là, c'est approprié parce que si je les laisse faire, comment est-ce qu'ils vont pouvoir se corriger? Et peut-être que ce qui ne va pas, ils ne s'en rendent pas eux-mêmes totalement compte. Donc, il est délibéré et il a pour but d'améliorer les choses, il est constructif. Voilà. Est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce qu'il y a des commentaires, Pierre, sur la proposition qui est faite ici? Alors, je les laisse un peu arriver. Il n'y a pas trop de commentaires parce qu'il n'y a pas, de. Faut peut-être poser une question. Voilà. D'accord, d'accord. Quel est le moment approprié pour ces feedbacks? Et, le moment approprié, c'est que vous êtes en train de vous rendre compte que l'équipe ne tient pas, elle ne fournit pas la performance sur laquelle elle s'est engagée, tout ce que vous avez mis en place pour qu'elle se produise, et qu'elle ne la tient pas non pas seulement parce qu'elle a plus fort qu'elle, mais parce qu'elle ne fait pas ce qui est prévu, quoi. Donc, si vous n'êtes pas satisfait de sa performance, c'est qu'elle peut être meilleure. Donc, vous avez des éléments à lui fournir. Pourquoi il faut les donner à ce moment-là et rassembler l'équipe autour de vous pour pouvoir lui expliquer que ça ne va pas et expliquer les raisons objectives pour lesquelles ça ne fonctionne pas. Donc, il faut les donner au moment lorsqu'il est encore suffisamment tôt pour qu'elle puisse corriger et puis repartir d'un bon pied et de se motiver encore davantage. En tout cas, il ne faut pas garder ça pour soi. Enfin, sauf si vous le gardez pour vous, si vous n'avez pas d'éléments leur permettant d'avancer. Mais si voilà, si vous êtes simplement insatisfait sans savoir pourquoi, oui, c'est vrai qu'il vaut mieux se taire. Mais en principe, le coach voit et annonce et explique. Il est là pour ça. Hein. Alors, on a un témoignage qui nous dit il est difficile de ne pas vexer les collaborateurs. Voilà, je pense qu'il y a un enjeu effectivement autour du tact et de jauger, de prendre la bonne mesure entre exposition des faits et démotivation ou vexation potentielle des équipes. La vexation, elle vient lorsqu'on adresse plus les personnes que les faits. Ouais. Si vous adressez les faits, pourquoi est-ce que vous seriez vexé du fait qu'il pleut? Vous dites qu'il pleut. Si ça vexe quelqu'un, voilà. Maintenant, si vous accusez quelqu'un d'être l'auteur de la pluie, ça peut le vexer, effectivement. Mais si vous restez focalisé sur les faits, vous vexerez personne. Et voilà. Sinon, cette personne a besoin de consulter peut-être différemment. Oui, voilà, c'est ce qui ressort aussi du tact, il en faut, mais on ne peut pas avoir peur d'affronter son équipe si on est un manager, évidemment. Exactement. Et de l'affronter sur la base de faits. Je ne suis pas satisfait parce que voilà ce qui devait se passer et voilà ce qui ne se passe pas et voilà pourquoi. Donc les amis, il faut rectifier. Et qu'est-ce que vous proposez pour rectifier ça? C'est un Ouais. petit peu le principe. Ouais, alors on y a une remarque qui rebondit un peu sur sur la question qu'on posait tout à l'heure par rapport aux activités annexes, enfin aux activités d'équipe, on va dire. Oui. Alors je vais essayer de la retranscrire. Est-ce que lorsque l'ambiance est déjà tendue dans une équipe sur le lieu de travail, ne devient-il pas difficile d'imaginer une activité commune en dehors du cadre professionnel et entre parenthèses, et alors qu'en plus les collaborateurs ne seront pas rémunérés pour celle-ci? J'adore cette question parce que c'est le moment de le faire, mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire que lorsqu'il y a une ambiance tendue, je pense effectivement que encore que ça peut se discuter, mais c'est pas nécessairement la meilleure chose que d'essayer d'aller jouer, je sais pas quoi, d'aller à la piscine tous ensemble. Par contre, c'est une activité qui peut être extrêmement utile et qui peut débloquer la situation, c'est de s'enfermer dans une salle tous ensemble
et d'attendre que quelque chose se passe. Et je peux vous garantir qu'il va toujours y avoir quelque chose qui va se passer et comment dirais-je, et que on va discuter du processus, on va discuter de ce qui se passe entre nous. Avec évidemment des modérateurs, hein, il faut un ou deux modérateurs, mais en tout cas, sans même donner d'objectif à ce travail, vous réunissez les personnes dans une salle avec deux petites règles, hein, on n'a pas le droit de faire autre chose et on n'a pas le droit de sortir avant la fin. En général, ça dure une heure et demie. Je peux vous garantir qu'au bout une heure et demie, ce sera dit beaucoup de choses et il y aura eu beaucoup de, comment dirais-je, de mise au point. Évidemment, à ne pas faire seul, il faut le faire avec un modérateur, mais voilà un travail d'équipe avec une forte intensité émotionnelle. D'accord. Alors, il y a d'autres questions. On va encore faire une dizaine de minutes de questions avant de conclure le webinaire. Donc, je vous invite tous à poser les questions qui vous viennent à l'esprit. Alors Pierre, Euh, oui. peut-être avant ça, puisque n'oublions pas qu'on a parlé de manager malin et on a vu cinq cas de figure. Moi, ce qui me serait intéressant de voir, parce que là on est en live, on a fait une expérience tous ensemble, c'est de savoir ce que vous avez vous appris à travers tous ces échanges. Moi, ça pourrait être, voilà, si vous deviez retenir une chose de tous ces échanges là qu'on vient d'avoir, qu'est-ce qui vous reste? Qu'est-ce que vous avez appris? D'accord. Alors, je repropose, hein, pour l'instant, personne s'est motivé, mais si vous voulez essayer, si vous voulez prendre la parole pour nous faire part de votre ressenti ou des remarques, n'hésitez pas à m'en faire part dans la zone de questions. Euh, Alors, ce qui a été appris. Donc, alors, on a encore beaucoup de questions sur la technique SMART. Donc, On va y revenir, on va y revenir. on y reviendra juste après, d'accord. Alors, sinon, sur votre question, donc, qu'avez-vous appris? Alors, justement, à propos de l'outil Smart, alors, il y a des questions sur qu'est-ce que c'est exactement, etc. Il y a beaucoup de commentaires sur le fait que l'outil Smart est très utile pour cette problématique-là. Faire participer l'équipe pour la rendre coopérante, pardon. Rappel sur le fait d'être toujours Stop, factuel. stop. Faire participer l'équipe, Et, euh, et- encourager l'équipe à nourrir l'esprit d'équipe. Hein, c'est faire participer, ça me fait trop penser au schéma de dépendance. oui, 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 oui. Mais attention à la manière dont on l'exprime. Voilà, c'est ça que je Oui, veux c'est dire. vrai, c'est vrai. Je pense que c'était pas exprimé Oui, 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 sur ça. probablement. Rappel sur le fait d'être toujours factuel. Rappel sur le fait que le manager constitue l'exemple pour les autres. Le modèle, oui. La construction sociale de l'équipe passe par elle-même, pas par le manager. Ce n'est pas lui qui centralise ça. Les différents thèmes sont du bon sens. Après, il faut s'adapter à l'équipe et à la situation, chose qui n'est pas toujours connue a priori. Comment faire remonter les performances? Alors ça, c'est peut-être une question sur laquelle on reviendra juste après. Euh, c'est l'équipe qui doit Il y a un point proposer. d'interrogation ou bien c'est une réponse à la question qu'est-ce que j'ai appris? Non, je pense que c'est une réponse à la question qu'est-ce que j'ai appris? Effectivement. D'accord, d'accord. L'équipe doit être moteur de proposition. Les managers sont trop souvent directifs. J'ai appris qu'être leader ne veut pas dire développer son ego, mais plutôt emmener une équipe vers un objectif commun de valeur élevée pour tous. Bah, Voyons, c'est un super. bel apprentissage. L'importance de ne pas soumettre, mais de convaincre et d'encourager l'interdépendance. Alors attendez, je vais terminer. Je connaissais la méthode SMART, mais je me rends compte que je ne la pratique pas suffisamment. Pourtant, elle a l'air bien utile. Bah, écoutez, franchement, les feedbacks que vous nous renvoyez nous montrent qu'on peut aboutir à des résultats quand même intéressants à partir de ce mode de transmission et de partage de l'information et de l'expérience. Euh, alors extrêmement efficace parce que ça coûte rien et ça rapporte beaucoup. Alors il y en avait une dernière, encourager les propositions des équipes et voir selon le cadre si cela peut être mis en application. Voilà. Alors peut-être que il y a certaines questions, hein. Alors on va revenir. Est-ce qu'on revient rapidement sur le smart maintenant? Alors oui, on va revenir, je vais juste synthétiser moi ce Ah, que j'avais
à Rapidement, proposer, mais on va y revenir. Oui, rapidement, oui, et rapidement. après votre présentation, Dino, on posera encore 3-4 questions avant de conclure le webinaire. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, on a parlé de loyauté. Et on vous disait, bah, il vaut mieux, et ça s'aspire, ça s'exige pas. De collaboration, on socialise et non pas menace. D'implication, vous l'avez dit, hein, interdépendance plutôt que dépendance. D'objectif avec la recette SMART dont on va parler. Et puis du feedback délibéré constructif. Voilà un petit peu les points que je vous ai présentés aujourd'hui. Voilà, si on avait le temps, mais je vois que effectivement le temps avance, donc on ne va pas le faire, mais vous l'avez fait, hein, une maxime à proposer au sujet de manager malin. Hein, et manager malin, j'en sais rien, voilà, il pourrait y avoir des belles petites phrases que vous pourriez créer à ce sujet. Et ça, vous aurez le temps de le faire si vous voulez par ailleurs. Voilà. Bon, donc sachez que ça peut se développer. Juste deux petites slides à vous passer. On peut développer ses capacités managériales. Il y a des outils, il y a des méthodes qui s'appellent Management Impact, pareil de Human Synergistics. Cette méthode vous permet, à partir, en comparant votre idéal, l'impact idéal que vous voulez avoir sur les autres, et en observant vos approches managériales, et bien de mesurer l'impact réel que vous produisez et l'efficacité de votre management. Sachez juste que vos approches managériales qui expliquent l'efficacité, eh bien voilà, elles sont au nombre de 15, je vous les cite là très rapidement, mais sur chacune de ces approches, on va pouvoir mesurer votre, comment dirais-je, est-ce que vous de quelle manière vous la possédez ou bien vous la possédez pas. Voilà. Et donc ça vous permet, à travers ça, de corriger le tir et de développer fortement vos compétences managériales. Voilà, Pierre, je reviens vers vous pour On va, les questions. ouais, on va faire quelques questions. Il y avait des questions intéressantes. Alors, oui, rapidement. Alors, l'utilisation du jeu pose problème selon moi. L'équipe ne doit pas travailler pour moi, mais pour l'organisation. Donc ça, c'était plutôt un commentaire. Si dans une équipe il y a toujours le même perturbateur, comment le booster? Ça dépend qui est-ce qui le voit comme perturbateur. Il y a plusieurs formules, hein, soit par un entretien en face à face, soit par un entretien avec l'équipe, où chacun lui donne du feedback sur ce qu'il fait bien et sur ce qu'on voudrait qu'il change. Hein, quels sont les comportements à renforcer, à démarrer, à arrêter. Euh, voilà. Enfin, souvent, s'il y a un perturbateur, c'est que vous avez des faits qui démontrent qu'il est perturbateur. Et dans ce cas-là, c'est peut-être la meilleure solution, c'est peut-être de le voir entre casieux et de discuter avec lui ou avec elle. D'accord. Donc vous êtes très nombreux à me demander le mail de Dino. Donc je vous l'ai mis je vous l'ai mis dans la zone de questions. Donc j'ai mis répondre à tous. Donc a priori vous avez tous le mail de Dino pour ceux qui le veulent. Alors encore peut-être une ou deux questions. Il est 28. J'avais repéré une question intéressante. Alors si, le smart, il y avait des questions sur le smart, c'est ça? Ouais, en fait, c'était pas forcément des questions, c'était plutôt les personnes qui répondaient en disant qu'effectivement, une des choses qu'elles avaient retenues de la présentation était le smart. Et effectivement, D'accord, d'accord. il y avait quelques questions, et peut-être qu'on n'a pas forcément le temps d'y revenir tout de suite. On va peut-être juste faire une dernière question. Ouais. Que peut faire, alors, bon, celle-ci, elle est drôle. Que peut faire une équipe quand le manager ne possède aucune des qualités et des motivations que vous avez exposées? On peut recommencer une heure là, je pense. Dans ce cas-là, l'équipe s'oppose comment dirais-je, à la légitimité du manager et donc à la légitimité, à la compétence de ceux qui l'ont nommé. C'est compliqué, hein. Je reconnais que c'est très compliqué. Donc là, ça devrait se voir. Ça devrait se voir au niveau du management supérieur parce qu'il y a beaucoup, dans ce cas-là, de conflits. Les résultats n'arrivent pas. C'est pas un service qui fonctionne correctement. Donc normalement, si ça se produit, ça doit se voir au niveau de la chute de performance de l'équipe. Et dans ce cas-là, vous risquez de vous retrouver dans la situation initiale du test que je vous ai proposé, c'est-à-dire que très rapidement, votre manager sera remis en question et sera peut-être aiguillé vers autre chose.
Ouais. Mais si ça se voit pas, si l'équipe fournit des performances, s'il n'y a pas de conflit, je vois pas pourquoi on pourrait dire que le manager n'est pas ça. Une dernière question. Une dernière question. Attends, une seconde. Je l'ai perdu. Alors, en gros, ah oui, c'est ça. Que fait un manager si les objectifs qui ont été fixés avant son enfin pardon. Que fait un manager si les objectifs sont décidés avant son recrutement et qu'il voit que ces objectifs ne sont pas cohérents à l'épreuve de la méthode SMART? S'ils sont pas cohérents, vous avez tous compris que le SMART, c'est quand même le résultat d'expériences, de nombreuses expériences de gestion des objectifs, si je peux le dire, de management par objectif. Donc, c'est une bonne formule pour assurer le succès d'un objectif. Donc, c'est sûr que si vous considérez que l'objectif ne remplit pas tous les critères, une, il ne va pas être motivant, et deux, vous avez de fortes probabilités de ne pas fournir la performance qu'on attend de vous en tant que manager pour l'équipe qu'on vous a confiée. Donc vous avez tout intérêt à le reformuler, à le renégocier pour lui donner la forme qui va bien. Et normalement, s'il est encore ambitieux, spécifique, stimulant, enfin réaliste et mesurable et borné dans le temps, il n'y a aucune raison pour que ceux qui l'ont défini avant vous n'acceptent de le reconsidérer. D'accord. Alors une toute dernière question parce qu'elle est revenue très souvent là et je l'ai eu encore. La performance d'une équipe n'est pas forcément mesurable. Par exemple par rapport. Ben, gagner 12 parties, c'est mesurable. Gagner 9 parties, c'est mesurable. Alors C'est ça la la question justement c'est que comment appliquer le SMART quand les objectifs ne sont pas mesurables. Enfin ou en tout cas pas de manière évidente, j'imagine. Et ben voilà, on est typiquement, et c'est toujours le même problème qui revient, si l'objectif n'est pas mesurable, c'est pas un objectif, c'est une orientation. Voilà. Donc faut gagner. Ça, c'est pas un objectif. Vous voyez? Faut gagner 6 parties sur les 12, ça c'est un objectif. Avant la fin de la saison, voilà, ça c'est un objectif. Et d'ailleurs, ça pourrait être on pourrait s'amuser à ça, on pourrait s'amuser à formuler ensemble des objectifs en fonction de ceux que vous avez à fournir ou à réaliser. Ça pourrait être l'idée d'un prochain webinaire, parce que je me rends compte que c'est pas toujours évident de construire un objectif qui possède les caractéristiques du SMART. Alors toute dernière question qui rebondit, faut-il impérativement manager par pourquoi faudrait-il impérativement manager par objectif? Le management par objectif, il a été montré si c'est fait dans les règles de l'art, hein, dans les règles du SMART par exemple, eh bien il est plutôt motivant. Il permet de favoriser la réalisation des participants, enfin des membres de l'équipe, et de les aider à grandir, de les aider à s'autonomiser. Il y a beaucoup de choses à dire sur le management par objectif. Mais quand on vous demande de dire comment vous allez vous y prendre pour gagner 6 parties sur les 12, voilà, vous devenez aussi un stratège qui réfléchit à la manière et aux ressources dont il va avoir besoin et à la manière dont vous allez procéder pour atteindre cet objectif dont vous êtes responsable à partir du moment où vous l'avez accepté. Donc c'est une approche qui est très motivante. Alors il y a un participant qui nous propose un prochain webinaire sur la gestion des conflits. Ouais, pourquoi pas. C'est une idée. Et dernière. Proposer, on est preneur, hein. On est preneur. On va s'arrêter là, Dino. Oui, Je vais peut-être vous laisser présenter les dernières pages du bah ça y est, moi je suis. présentation. Oui, c'est fait. Pardon. On Donc a, on a été. Bon, je suis passé rapidement sur le- j'aime bien montrer des problèmes et montrer qu'à chaque fois il y a des solutions. Donc voilà. Après c'est vous qui êtes les arbitres, c'est vous qui savez qu'il existe des moyens de résoudre les problèmes qui ont été présentés. Donc là, c'était des problèmes liés à votre style de leadership, à votre style de management et les solutions avec l'outil management. eh bien, Donc d'ailleurs, ça,
Effectivement, en vous saluant, on va lancer le sondage de satisfaction, on va dire. Alors, il y en a quelques-uns qui nous ont quittés, on comprend, c'est l'heure de manger. Donc, c'est les survivants. Est-ce que vous pouvez prendre quelques secondes pour répondre à ce sondage? Donc, quel est votre niveau de satisfaction de ce webinaire? Pas content, bof, bof, content, très content, vivement le prochain. Et en attendant, en vous laissant répondre tranquillement, on va vous remercier pour cette séance qui se termine un peu tard. Effectivement, tout le monde doit avoir envie d'aller manger. On proposera un prochain webinaire avec Dino probablement en début d'année prochaine. Et on essaiera, puisque on l'avait pas bien préparé cette fois-ci, mais on essaiera de faire le nécessaire pour que vous puissiez participer de manière orale pour ceux qui le veulent, parce que ça permet quand même d'avoir une interaction qui est sympathique et pertinente. Plus riche. Oui, oui, tout à Plus fait. riche, voilà, exactement. Donc on essaiera de mettre ça plus au point pour la prochaine fois, parce que là, c'est vrai que c'était peut-être un peu brut de décroffrage pour certains, et c'était difficile de se préparer. Voilà, donc je vais clôturer le sondage et partager les résultats. Donc vous êtes 0% à être pas content, donc ça c'est très positif. 9% à trouver que c'était bof bof, donc voilà. 26% à être content, 30% à être très content et 36% à attendre avec une impatience incroyable le prochain webinar. Donc bah écoutez, c'est tant mieux. On va essayer de faire mieux Merci. pour les 9% qui ont moyennement apprécié ce webinar. Voilà, Oui, donc oui, merci. Dino, merci beaucoup pour cette présentation et pour l'interactivité du format. Ben, merci, merci à tous. C'est toujours un plaisir d'animer ces webinaires avec Technique de l'ingénieur et avec ces participants qui sont toujours très actifs et qui s'en laissent pas raconter. Donc vraiment, franchement, merci beaucoup. Très bien, et très bien. Et bien moi je vous remercie tous. Je vous rappelle que l'enregistrement de ce webinaire sera disponible sur le site des techniques de l'ingénieur dans l'espace actualité euh, dans la journée ou demain. Et donc vous pourrez retrouver toute la présentation et tout ce qu'on vient de se dire. Et je vous dis donc à bientôt pour un prochain webinaire et vous souhaite des belles fêtes de fin d'année. Au revoir. Merci, à bientôt, effectivement, et très bonne fête de fin d'année. Au revoir.